CQFD, ce qu'il fallait décrypter, c'est la deuxième partie de l'émission. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, on est toujours avec l'équipe, Véronique Reilsoult, votre nom m'a failli m'échapper. C'est grave quand même, hein. Régis Lefebvre, Céline Braque et Bruno Jeudi. C'est bien ça, hein. C'est bien ça. Bon, Paris Match. Paris Match. Vous réagissez sur les réseaux sociaux. Oui, il serait bien que vous mettiez des petits noms devant vous, des petits badges. Ça serait bien. Les réseaux sociaux, le hashtag CQFD, iTélé. Et tout de suite, la question de la semaine. La question de la semaine est Nicolas Sarkozy qui poursuit son offensive médiatique portée par les très bonnes ventes de son livre. Alors après le mea culpa, place maintenant aux propositions. C'est le deuxième étage de la fusée qui doit en principe l'emmener à la primaire. Il était chez nos confrères de France 2 dans l'émission des paroles et des actes jeudi soir. 12,8% de part d'audience. C'est un bon score mais inférieur à celui d'Alain Juppé dans la même émission. Elle a été très commentée, cette émission, sur les réseaux sociaux. Véronique, d'abord ? Alors, elle a été très commentée. Et en fait, pour vous dire ça, c'est que je me base sur ce qu'on appelle la social TV. Vous savez, aujourd'hui, vous regardez habituellement les audiences d'une émission, mais il y a un autre critère qui compte beaucoup pour les chaînes, c'est de connaître le nombre d'interactions, de commentaires qu'il y a sur les réseaux sociaux, parce que ça prouve que les gens, ça les a intéressés, et on peut analyser ce qui les a le plus intéressés. Et donc là, vous avez les volumes de discussion autour de DPDA, donc ce jeudi soir, avec des chiffres qui sont plutôt bons, puisqu'on a dépassé les 100 000 tweets entre 20h et minuit, ce qui est plus que... Enfin voilà, c'est le record pour DPDA. Vous êtes parti de 20h parce qu'on commence à en discuter avant l'émission. Parce qu'on commence à en discuter un peu avant et c'est toujours intéressant parce que c'est l'appel aussi pour dire allez, il faut regarder, bientôt ça commence, voilà, on donne des consignes, qu'est-ce qu'il faut dire, que soutenons-nous, enfin voilà, on fait monter un peu la pression comme dans un meeting. Donc oui, c'est important chauffe les supporters en fait. Chauffer. Ouais, c'est ça. Donc ça a chauffé, mais pas beaucoup, mais ça a un peu chauffé. Donc après, le sujet justement, c'est de savoir qui étaient les top tweetos, c'est-à-dire une fois qu'on a le nombre de personnes, finalement, qui a parlé. Alors qui a parlé, on voit très nettement que celui qui a le plus parlé, c'est donc Nicolas Sarkozy lui-même, 26,4%. Alors non, c'est pas tout à fait ça. En fait, pour vous expliquer, ça, c'est le nombre de mentions, soit c'est le compte Nicolas Sarkozy lui-même qui a tweeté, soit on a cité son compte, donc c'est assez logique puisque c'était lui l'invité principal, voire même unique. Du coup, 26,4%, c'est pas beaucoup en fait. On pourrait dire c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup puisqu'il y a que lui qui a parlé. Donc voilà, on voit qu'on a beaucoup parlé de plein de sujets et pas tant que ça de lui. Après, le sujet, il était aussi finalement quel était le sujet qui a le plus fait parler, celui qui a fait le plus parler tout au long de l'émission, finalement, c'est l'absence de contradicteurs. De quoi on a parlé ? Eh bien, je vous ai pris un tweet en soi, parce qu'il est assez typique, c'est pas forcément le plus révélateur, mais enfin le plus repris, mais c'est le plus révélateur. C'est ce sujet de personne n'était en face de Nicolas Sarkozy pour discuter. Ce sujet-là, il a fait parler au moment où Nicolas Sarkozy en a parlé lui-même, mais aussi tout au long de l'émission. Et puis, on a regardé aussi sur Facebook, et là, sur Facebook, c'est un peu plus violent, parce que... en fait, l'évolution du nombre de fans sur la page Facebook depuis début janvier ne cesse de descendre, et ça ne s'améliore pas. Et alors, quant au nombre de personnes qui en parlent, là, c'est pareil, ça n'a guère évolué. Il y a même eu une période où on n'a pas parlé du tout. Ça remonte un peu, mais c'est pas formidable. Donc, il n'y a pas beaucoup d'engagement, il n'y a pas beaucoup de fans. L'émission des PDA n'a pas forcément changé les choses. On est vraiment dans la deuxième phase de la reconquête, là, Bruno. Après la séance psycho, on entre dans le fond, là, dans les propositions. Oui, c'est vrai, parce que la semaine qui s'achève, hein, elle a été conçue comme pour mettre un terme à ce mea culpa, cette séquence introspection sur le quinquennat. En gros, le livre qui marche bien. Et Nicolas Sarkozy, maintenant, voilà, il les a fait. Il n'a pas envie de répéter toute la journée, j'ai eu tort. D'ailleurs, on a bien vu hier soir à la télévision que c'était plus dur de le dire oralement que de l'écrire, on a compté, je crois, 27 ou 28 regrets dans le livre. Donc, il fallait tourner la page et passer aux propositions économiques, au fond, à des choses nouvelles. Alors, la semaine a été conçue comme ça. Donc, on a eu cette fameuse interview aux Échos, une interview très charpentée. On en voit la une. Il faut un contre-choc fiscal massif, ça c'était sa formule, et ses annonces. Il y a ensuite eu dans cette même semaine les mesures en faveur des agriculteurs avec la crise agricole. Nicolas Sarkozy, chef de parti, qui n'oublie pas de choyer les agriculteurs et qui a dégainé son plan Marshall pour la ruralité. Alors bon, on n'a pas trop les détails de comment il financerait tout ça, mais enfin bon, plan Marshall pour la ruralité.
ça mange pas de pain, si j'ose dire. Et puis, bien sûr, il y a la participation à l'émission Des Paroles et des Actes, qui est la grande émission politique, qui succédait à ces deux autres émissions de la semaine dernière, qui étaient plus sur la séquence psy, comme vous l'avez appelé. Là, on était vraiment sur l'émission politique classique, longue, et Nicolas Sarkozy avait prévu justement de détailler son contre-choc fiscal massif avec bien sûr les 25 milliards de baisse d'impôts et surtout la baisse d'impôts de 10% sur le revenu. On l'écoute, on vous a un petit peu concentré tout ça. C'était jeudi soir. Vous comprenez bien qu'il y aurait 3 projets de loi sur la table du Parlement en même temps. Un projet de réduction des impôts, un projet de réduction des dépenses. L'objectif, si vous voulez, serait 100 milliards de dépenses publiques en moins sur la durée du quinquennat. C'est ce que vous dites. Et oui. Et un projet d'allègement des normes et des contraintes, ce qu'on disait tout à l'heure aux 2 Williams, pour le coup, qui ne coûte rien, mais qui redonnera du dynamisme à la France. La question est très simple. Ce que les autres arrivent à faire, il n'y a aucune raison que la France n'arrive pas à le faire. Sur la Alors c'est énorme, hein. Je vois vous réjouir, 10% d'impôts en moins, Florent. Le problème, son problème, c'est qu'il va devoir comment convaincre les Français qu'il va vraiment le faire. Parce qu'au fond, d'ailleurs, il le dit, hein, ce que les autres arrivent à faire, pourquoi on n'arriverait pas à le faire, pourquoi lui n'arriverait pas à le faire, alors qu'il vient de nous expliquer dans un livre de 267 pages qu'il n'avait pas pu supprimer l'ISF, qu'il n'avait pas pu supprimer les 35 heures. C'est tout le pari, en fait, et c'est toute la difficulté résumée là, en quelques mots dans les mois à venir de l'ancien président qui va devoir à la fois faire des promesses pour gagner la primaire, hein, parce que quand on est dans une élection, on fait toujours des promesses. Hein, je connais personne, je parle sous le contrôle de Régis, qui puisse gagner une élection sans promettre, et en même temps s'expliquer sur son bilan. Alors, on verra bien, mais il va falloir quand même convaincre les déçus du sarkozysme. Et sans doute que cette mayonnaise entre le bilan et l'avenir, c'est-à-dire les promesses, ça va pas être facile à faire fonctionner ensemble. Alors, les promesses, parlons-en. Ces mesures, est-ce qu'elles suscitent l'adhésion des Français, ce qui a tapé dans le mille, Céline? Voilà, on a testé les 8 mesures de l'interview des Échos, qu'il a ensuite détaillé dans l'émission. Alors, les Français accueillent avec enthousiasme les baisses d'impôts et de charges, du moment qu'ils imaginent qu'ils en seront les principaux bénéficiaires. Oui, c'est un peu logique. C'est-à-dire que 83% des Français trouvent comme Bruno. C'est très sympa. D'avoir une baisse de l'impôt sur le revenu, 72% une baisse de 30 milliards d'euros des charges pour les entreprises et les particuliers. En revanche, suppression de l'impôt sur la fortune. Et ça concerne moins de monde, Nico. Voilà, là c'est une position d'ailleurs qui n'a pas changé, qui ne change pas beaucoup des Français sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on a donc un quart des Français qui est pour, et c'est une mesure qui, y compris, est rejetée très très nettement par les sympathisants de droite à 57%. Donc voilà pour ces mesures. Maintenant, le principal problème de ce pack de mesures, c'est davantage les mesures qui portent sur le financement des cadeaux, puisque de nouveau un brin égoïste, les Français ne sont favorables qu'aux mesures qui impliquent des efforts plutôt pour les autres que pour eux-mêmes. C'est-à-dire que, si vous voulez, ils sont très favorables aux mesures qui concernent les fonctionnaires. Passage de 35 heures à 37 heures dans la fonction publique, ok. Pour les mesures qui concernent les chômeurs, dégressivité des allocations chômeurs, ok, à 55%. Maintenant, pour une mesure globalisante, mais qui ne demande pas d'efforts stricts à chacun, bon là on est sur quelque chose de plus mitigé, c'est 48% sur le programme de privatisation, 47% pour le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 à la retraite, parce que là on voit que ça n'embête pas que les fonctionnaires, mais nous-mêmes en tant qu'usagers de services publics, et enfin 39% départ à la retraite. Donc ça, là, on est vraiment sur une mesure qui pourrait apporter des recettes plus massives à l'État. Mais là, vous voyez 39% de Français pour. 63 ans en plus. Voilà, donc ça fait 60% des Français qui sont opposés à ce recul du départ légal à la retraite. 63 ans en 2020, 64 ans en 2025. Alors on a parlé de la presse, de la télé. Il y a une nouveauté dans cette stratégie développée par Nicolas Sarkozy. Ça ne nous a pas échappé, c'est la radio. Non pas la radio en fait, mais sa radio. C'est assez nouveau, Véronique, ça s'appelle Fréquence France. C'est assez étonnant. Oui, en fait, tous les outils sont là. Son équipe a utilisé tout le panel possible, imaginable. Ils le font plutôt bien. Donc, il a lancé une web radio ce 3 janvier, en commençant par une émission spéciale agriculteur. Mais avant de vous expliquer, je vous laisse écouter un peu comment ça se passe et le ton sur cette web radio. Je m'appelle Philippe, je suis agriculteur dans le Charolais en Bourgogne. La question que j'aimerais poser
poser donc à Nicolas Sarkozy est la suivante. Comment les politiques peuvent-ils nous accompagner dans ce sens pour nous permettre de mieux défendre nos productions? Bonjour Philippe. J'ai bien conscience de la difficulté que peut représenter la négociation des agriculteurs face aux géants que sont les grands groupes alimentaires. C'est pour cette raison que j'ai souhaité que nous nous engagions pour la contractualisation qui est la seule façon de rééquilibrer le rapport de force aujourd'hui trop déséquilibré. Bon, ben donc voilà, donc vous avez compris que c'était censé être un exercice sans filtre, naturel, où les Français peuvent parler directement aux candidats et ils répondent directement. Autant vous dire qu'il y a quelques commentaires qui disaient que ça n'avait pas l'air très naturel. On a l'impression qu'il lit un papier, alors que à la limite, l'agriculteur ait préparé sa question et la lise, c'est une chose, mais le président des Républicains doit répondre normalement de façon assez naturelle et spontanée. Ça ne sonne pas vraiment comme ça, donc il n'est pas certain que les fameux témoignages audio soient un outil pour convaincre. Pourtant, c'est un bon outil. Peut-être qu'il faut travailler un peu la forme, mais voilà. Bon, c'est un bon outil. Il y a ce livre qui se vend très bien. Des propositions, on l'a vu avec Céline, qui trouve en tout cas un certain écho. Et pourtant, les sondages sont mauvais. Pas de rebond dans l'opinion. Vous le disiez tout à l'heure, Bruno, moins 3 points dans le dernier baromètre Sofres, plus 4 pour Juppé dans le même temps. Qu'est-ce qui ne marche pas, Régis ? J'ai envie de dire que c'est le mystère de la communication politique, parce que force est de reconnaître que sur son plan média depuis une semaine, c'est plutôt parfait et parfaitement exécuté. D'abord le livre de Mea Culpa pour purger les incompréhensions, ensuite 7 à 8 pour affirmer la sincérité de la démarche, c'est à vous pour casser, corriger l'image d'agressivité, et puis toutes ces séquences de dédicaces, je propose qu'on en regarde une. Ça fait énormément plaisir. Je ne pensais pas, moi, je viens tranquillement signer le but. Donc là, il est bloqué. C'est un plaisir, c'est un privilège. Ça vous étonne? Oui, bien sûr. Oui, ça m'étonne. Ça me fait plaisir, ça m'étonne, bien sûr. Pourquoi? Vous voyez que c'est évident? Donc des séquences qui ont un but, évidemment, c'est montrer la force du lien avec les Français. Bref, un plan média plutôt bien fait pour essayer de corriger, modifier des traits d'image qui lui sont reprochés. Et malgré cela, comme vous le disiez, les derniers sondages qui sont sortis ne montrent pas de rebond, ou en tout cas un Nicolas Sarkozy à la hausse. Je trouve qu'en termes de stratégie de communication, quand on regarde ça, ça ouvre plusieurs questions. Est-ce qu'il est encore trop tôt? C'est-à-dire que le livre n'a pas infusé, c'est la question qu'on se posait. Est-il trop tard? C'est-à-dire que le mal, le divorce est profond et non rétabli. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy parle de l'image du divorce entre lui. Ou est-il considéré comme insincère? C'est-à-dire qu'il fait ça parce qu'il est acculé à le faire. Ça, ces réponses, je pense qu'on va les avoir dans les prochaines semaines, quand on a des certitudes là-dessus, en fonction des réactions de l'opinion. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la posture que Nicolas Sarkozy a adoptée au début de DPDA ce jeudi soir. Je propose qu'on regarde ce qu'il dit dès le départ. Moi, je viens pour parler de quoi? Pour parler de moi. Pour essayer de convaincre les Français que la France a un avenir. Comme le disait Bruno, il est là pour tourner la page. Même ce qui était très intéressant, c'est que dans cette image, je trouve qu'il a fait très attention à corriger son image d'agressivité, d'impulsivité tout au cours du débat. Si on essaie d'analyser cette émission, je trouve qu'en termes de stratégie de communication, elle est très intéressante parce que c'est un condensé de ses problèmes. La première chose, un de ses problèmes, c'est qu'il passe du temps à se justifier. Rappelons-nous cette séquence avec l'industriel et regardez comment il lui reproche de n'avoir rien fait et regardez sa réponse. Si vous me le permettez, avec tout le respect que je vous dois, quand vous dites que j'ai rien fait, c'est un peu exagéré. La deuxième chose qui a été après se justifier, c'est l'incapacité à être, ou en tout cas la difficulté à être en rupture, à être différent de ses concurrents, car peu ou prou sur les propositions, il dit la même chose. Donc la séquence qui vient de se passer, elle est intéressante, parce qu'elle montre ce qu'il doit régler, les questions qui se posent. Peut-il rencontrer un nouveau public au-delà de son public qu'il a ? Comment sortir du piège du bilan? Et troisième chose, comment surtout recréer de la préférence, comme il avait su le faire en 2007, en étant différent? Comment sortir du piège du bilan? Pourquoi ferait-il demain, en fait, ce qu'il n'a pas fait hier? C'est un peu ça, visiblement, c'est l'un de ses gros problèmes. On a parlé de ces mesures tout à l'heure. Est-ce que les Français croient à Nicolas Sarkozy, Céline, lorsqu'il dit qu'il appliquera ces mesures immédiatement s'il est élu? Vous connaissez l'origine de l'expression « demain on rase gratis » ? Vous voyez, c'était le panneau qui était sur la vitrine du barbier, demain on rase gratis. Donc les clients venaient. Et puis lorsque le barbier leur présentait l'addition, ils disaient mais je comprends pas, j'ai vu le panneau, ah non regardez, vous avez mal lu, c'est demain. Le problème c'est que ça marche à un moment, mais à un moment les gens ne croient plus le barbier, ne reviennent plus le voir. Et là c'est quand même le problème des politiques en règle générale et de Nicolas Sarkozy en particulier. C'est-à-dire s'agissant des mesures économiques qui sont proposées par Sarkozy, quand on demande aux Français qu'ils apprécient les mesures ou pas, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy, s'il est élu, appliquera bien ce programme? Eh bien, on a 74% des Français qui nous disent
non, Nicolas Sarkozy n'appliquera pas ce programme économique. Et même les sympathisants de droite ne le croient pas. Ils sont 59% à considérer que ce qui a été dit ne sera pas fait. Et c'est sans doute en réalité la principale fragilité de Nicolas Sarkozy, moins que l'adhésion ou le rejet de telle ou telle proposition, c'est bien cette absence de crédibilité pour tenir ses promesses. Et on suivra ça évidemment dans les prochaines semaines. Tout de suite dans la peau de Stéphane Le Foll. Bonjour à tous, je suis Stéphane Le Foll, porte-parole du gouvernement, ministre de l'Agriculture, et je vous ai convoqué aujourd'hui pour que vous me veniez en aide. Ça va pas, mais ça va pas du tout. Pour tout vous dire, depuis quelques jours, je suis au bord du burn-out entre la crise agricole et les journalistes qui me tapent sur le système avec leurs questions sur la déchéance de nationalité. J'en ai ras-le-bol. Alors comment rester zen et sortir de ce bourbier? Qu'est-ce que vous me conseillez? On va commencer par vous, Bruno. Alors, je vous conseille de vous reconcentrer sur votre fonction de ministre de l'Agriculture. Finalement, entre 2012 et 2014, ça se passait pas si mal pour un ministre socialiste de l'Agriculture, un secteur toujours compliqué lorsqu'on est dans un gouvernement de gauche. Ce qui se passe mal, par contre, pour vous, c'est le fait de cumuler avec le porte-parole. Donc, je vous conseille d'aller voir votre ami François Hollande et de vous faire retirer cette casquette qui, à mon avis, est le seul moyen de vous en sortir dans un ministère où vous allez devoir affronter de plus en plus de crises d'ici à la fin du quinquennat. Je quitte le porte-parole. Merci Bruno. Véronique, la stratégie web à présent, qu'est-ce que vous me conseillez ? Moi, je vous dirais que ce n'est pas sur Internet que vous allez trouver du réconfort parce que vous avez que 4000 fans et que généralement, quand vous dites quelque chose, c'est pas tellement repris et il y a plus de critiques et de caricatures à votre égard. Donc, regardez pas trop le net si vous avez déjà pas tellement le moral et voire même si vous avez un burn-out ou vous êtes très fatigué, ne cumulez pas les emplois effectivement et peut-être aller au ski. Je sais pas, la campagne n'a pas l'air de vous réussir, mais le ski, c'est bien. Céline, je suis Stéphane Le Foll. Qu'est-ce que vous me conseillez pour rester zen ? Moi, je ne vous conseillerais pas de démissionner, mais de partir si c'est possible lors du prochain remaniement, parce que démissionner, ça voudrait dire renoncer face aux difficultés, partir lors d'un remaniement. Ça peut être expliqué en disant que vous partez d'un commun accord parce que vous avez d'autres projets. Et après tout, vous avez été un très bon pilier de campagne et apparemment, c'est ce à quoi vous destine François Hollande. Donc peut-être que c'est plutôt la meilleure reconversion parce qu'en termes d'opinion, en tant que ministre, vous n'avez pas forcément marqué les Français. Dans la peau de Stéphane Le Foll, qu'est-ce que vous me conseillez? Enfin, Régis, pour rester zen? Moi, je lui conseille de passer à l'offensive. Il a deux problèmes. Je dirais une crise agricole, il faut qu'il relance l'agriculture. Et deux, il pète des câbles, il n'est pas zen. Je lui propose de faire une chose, c'est légaliser la marijuana. Ça permettra de relancer l'agriculture et de régler son problème de zénitude. D'accord, donc Régis a fumé avant l'émission. Merci beaucoup Régis. Tout de suite, les winners et les losers de la semaine. Je comprends. Allez, les winners et les losers, on commence par... Qui veut commencer, tiens? Allez Bruno, c'est parti. Alors, mon loser, c'est Laurent Wauquiez. Pourquoi? Parce que Laurent Wauquiez, le nouveau président de la région Rhône-Alpes-Auvergne, a boycotté cette semaine la réunion des présidents de région qui était convoquée à Matignon autour de Manuel Valls. Et il s'est fait représenter par un vice-président. En fait, Laurent Wauquiez a absolument, et par tous les moyens, essayé de convaincre les autres présidents, les Républicains, de ne pas aller à Paris à cette réunion, au fond d'infliger un camouflet à Manuel Valls. Et puis, il a raté son coup parce que les autres, ils n'ont pas voulu pratiquer la politique de la chaise vide. La preuve que Laurent Wauquiez, jeune, 40 ans, très ambitieux, il se voit président de la République en 2022 ou 2027, pour l'instant, il pratique de la vieille politique. Loser, Laurent Wauquiez. Véronique, loser ou winner cette semaine? Alors moi, c'est plutôt un winner. C'est, vous savez, sur Internet, c'est le lieu de toutes les conspirations, de toutes les thèses, de complots. Voilà. Et donc le gouvernement a voulu montrer aux jeunes, les sensibiliser, leur expliquer que non, il n'y a pas de thèse et en tout cas qu'il faut se méfier de ce qu'on regarde. Et donc pour ça, ils ont utilisé un outil jeune. Donc ils ont fait le premier Snapchat du gouvernement. Et donc sur ce Snapchat, il y a une petite vidéo qui s'appelle On te manipule. C'est une vidéo humoristique de 3 minutes à destination donc des jeunes, avec Kevin Razi qui est un humoriste qui dialogue avec lui-même et il se moque de ces fameuses théories conspirationnistes. Mais je vous laisse regarder un petit extrait. Ceux qui disent que les politiques sont reptiliens parce qu'ils se lèchent les lèvres. Et ceux qui disent que les présidents sont satanistes parce qu'ils font ça avec leurs mains. Dès lors que tu n'as pas de preuves concrètes, tu te dois de garder une réserve.
Voilà, premier C'est très Snapchat long. du gouvernement. Voilà. Céline, winner ou loser cette semaine? Moi, loser, l'UNI, le syndicat universitaire, et l'Observatoire des manuels scolaires, pour leur défense malhabile de notre belle langue, maltraitée, selon eux, par la réforme de l'orthographe. Alors, la réforme de l'orthographe, on en a beaucoup parlé. Vous savez que c'est 2400 mots qui vont changer en étant simplifiés. En exemple, par exemple, nénuphar qui deviendrait nénuphar avec un F, oignon qui perdrait son I, la maîtresse qui perdrait son accent circonflexe, d'où un tract du syndicat universitaire et de l'Observatoire des manuels scolaires. Non à la réforme de l'orthographe imposée par Najat Vallaud-Belkacem avec 2 belles fautes. Ah, dommage. L'orthographe qui va être modifiée. L'orthographe, c'est un féminin. Il y a le E qui est oublié. Et la ministre qui se croit ainsi autorisée. ER, ça pique quand même les yeux. Donc évidemment, le tract a été rapidement corrigé, mais se relire, c'est quand même judicieux avant d'infliger une leçon. Ouais. Sur l'orthographe du surcroît. Le stagiaire d'ITélé en sait quelque chose. Régis, c'est à vous enfin. Moi, c'est un super winner, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a fêté ce mardi ses 90 ans et on apprend qu'il est consulté. Il est consulté par tout le monde. Bruno Le Maire va le voir, Alain Juppé va le voir, Nicolas Sarkozy va le voir. Il est éditorialiste au Point. Bref, le super winner. Le jour de la Chandeleur, on mange des crêpes. Hein, donc, 2 février. Merci beaucoup à tous les cadres. Voilà, c'est fini pour CQFD. Merci à Emmanuel Fleury qui était aux manettes et à toute l'équipe en régie. CQFD, c'est tous les vendredis, 21h, tous les samedis, 10h, 14h. Ciao à tous.